Donc Pierre Pajot, je travaille pour Ferme d'Avenir, je travaille au développement de cette association. Alors avant de rentrer dans le détail de ce qu'on fait et de tout ce qu'on fait, parce qu'on agit sur pas mal de champs, on aime bien commencer en général par un chiffre qui est celui-là. En 1940, il fallait 1 calorie d'énergie fossile pour faire 2,6 calories alimentaires. Aujourd'hui, il faut 7 à 10 calories fossiles pour faire 1 calorie alimentaire. Donc de manière très concrète, ça veut dire qu'on est extrêmement dépendant des énergies fossiles dans notre mode de production agricole pour des performances qui sont vraiment minimes. Donc en fait, nous, notre approche, concrètement, c'est de développer un modèle agricole qui s'inscrit un peu en faux avec le modèle agricole actuel, qu'on juge à bout de souffle, la dépendance auprès des énergies fossiles dont je viens de vous parler, mais également le fait qu'il y a un nombre très important d'agriculteurs qui partent à la retraite. En 2020, 40% des agriculteurs vont partir à la retraite, ou en tout cas seront en âge de partir à la retraite. Donc on est vraiment à l'aube d'un changement très très fort de génération. Et donc nous, on veut proposer une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, elle est semblable à celle de mon collègue à ma gauche. C'est l'agroécologie, le bio. Et alors on met le terme en suivant en plus, la permaculture. Alors permaculture, qui connaît? Ouais, pas mal, ok, chouette. Biomimétisme, pas mal aussi. Donc en deux mots, nous on fait des fermes inspirées de la permaculture, alors qui ne sont pas totalement en permaculture, qui sont inspirées de la permaculture. La permaculture, la définition officielle, c'est la conception d'écosystèmes humains équilibrés. Donc voilà, c'est une définition très théorique qui peut s'appliquer à plein d'autres choses que l'agriculture, hein. C'est le fait de mettre en place des organisations humaines, voilà, qui soient pérennes, qui fonctionnent bien, dans lesquelles on prend en compte la création de richesses et son juste partage, prendre soin de la planète, prendre soin de l'humain. Donc ça marche en politique, ça marche avec les amis, ça marche avec tout. Et en fait, si je devais faire une définition un petit peu rapide de ce que c'est la permaculture appliquée à l'agriculture, je dirais qu'on fait du biomimétisme. C'est-à-dire qu'on regarde les écosystèmes forestiers, par exemple, qui, sans énergie fossile, sans main-d'œuvre, produisent une quantité phénoménale de biomasse. Et on se dit, assez humblement, ça fait 3,5 milliards d'années que ces écosystèmes et que la nature évoluent pour créer des systèmes hyper efficaces, hein, qui ne produisent pas de déchets par ailleurs. Et on se dit, bon, on va remettre peut-être un petit peu d'intelligence là-dedans, on va être un petit peu plus humble face à la nature, on va regarder comment ça fonctionne, et on va essayer de dupliquer ces écosystèmes naturels et en faire des écosystèmes productifs. C'est ça le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature et de l'appliquer. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors il y en a beaucoup qui essayent de le faire, et notamment ce cas du bec et loin dont tu parlais tout à l'heure, qui a montré, alors avec pas mal de biais, mais que sur 1000 mètres carrés, si on met en place ce genre de système, on pouvait faire 57 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est une étude à prendre avec énormément de pincettes, mais c'est la première fois, c'était suivi par l'INRA, c'était la première fois qu'on a montré que sur une petite surface, en employant des méthodes dont je viens de vous parler, on pouvait créer énormément de richesses. Alors, il y avait énormément de biais dans cette étude et dans la manière dont ça a été fait. Donc nous, on s'est dit, on va... Alors, je vous dis les biais, parce que comme ça, vous allez comprendre pourquoi nous, on l'a fait un peu différemment. Comment dire, il y a 30% de ce chiffre d'affaires qui est lié à de la vente de produits à des chefs cuisiniers étoilés. Donc bon, ça marche pour eux, mais il n'y aura pas assez de chefs cuisiniers étoilés pour faire 50 000 fermes comme ça en France. Et le troisième biais, il m'échappe à l'instant, mais il va me revenir. Ah oui, pardon, et ça faisait 5 ans que la ferme était installée. Donc nous, on s'est dit, ok, c'est intéressant, mais il faut creuser un peu plus. Et si demain, on veut que ce soit un modèle, alors pas forcément dominant, mais qui permette de proposer une nouvelle voie pour l'agriculture, il faut qu'on puisse le tester à partir de rien et le suivre depuis le début. Donc nous, on est parti d'une prairie à Montlouis-sur-Loire, donc à côté de Tours, au château de la Bourdésière. C'était 1,4 hectare qui était fauché une fois par an pour garer des voitures, quoi. C'était un parking. Okay, donc on est parti de là, on a suivi le truc depuis le début, donc ça c'était en avril 2014, donc il y a 2 ans et demi maintenant, un peu plus. Et on s'est dit, ok, à partir de rien, on crée une ferme, et l'objectif, les objectifs sont les suivants. Dans 4 à 6 ans, on veut atteindre un équilibre économique qui permette de faire vivre 3 personnes avec un investissement plus faible qu'un gros tracteur. Un tracteur, ça coûte 100, 150 000 euros, les gros, donc avec moins de 100 000 euros. Et donc un système pérenne, résilient, qui crée de l'emploi, qui agrade les sols, qui est totalement en bio. Pour faire une micro-parenthèse, nous, alors si je dois vraiment caricaturer, en gros, bio, pas poison, pas bio, poison. C'est pas si simple, mais c'est quand même un peu vrai. Tout à l'heure, on parlait d'impact carbone, mais on préfère aller manger, si on doit choisir entre une tomate qui a été produite à 2 km
en conventionnel, rempli d'intrants, etc., et une tomate bio qui vient du fin fond de l'Espagne, on prend la tomate bio qui vient du fin fond de l'Espagne, au moins c'est pas du poison, quoi. Voilà. Nous, c'est notre approche en tout cas. Et donc, pourquoi je vous disais tout ça? C'est que donc, voilà, on a lancé l'expérimentation de la Bourdaissière donc en 2014. C'est pas simple. On ne dit pas que le modèle est parfait, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est la première brique de l'association Ferme d'Avenir, cette ferme de la Bourdaissière. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on cristallisait beaucoup de choses, quoi. La permaculture, c'est un peu à la mode aussi. Et puis, je crois qu'il y a un vrai mouvement de fond. Les gens ont envie de comprendre, de manger mieux, respecter l'humain, la nature. On a réussi à cristalliser ça, et donc du coup, on fait beaucoup plus de choses que uniquement cette expérimentation de la Bourdaissière. On fait également de la formation, on fait du conseil. On conseille des grosses entreprises, ou des particuliers, des collectivités pour implanter ce type de ferme et créer un modèle économique. On fait de la recherche et développement. Nous, on est très low-tech, donc voilà, vous l'avez compris, hein, on ne pense pas que la technologie nous sauvera. Donc on fait des caves semi-enterrées qui ne dépendent pas des énergies fossiles, qui coûtent 3 fois moins cher qu'une cave classique et qui a les mêmes performances. On fait des serres bioclimatiques, etc. On fait également du financement, donc notamment via Bluebees, qui est une plateforme de financement participatif. Je vous incite tous à aller voir ce que c'est. Concrètement, on fait du crowdfunding et du crowdlending, donc on fait soit du don à des agriculteurs qui veulent s'installer, soit du prêt. Par exemple, là, il y a 10 projets que vous pouvez financer, on rémunère à 2%, parce que c'est financé par des partenaires, et les agriculteurs ont un prêt à taux zéro. Donc voilà, on fait ce genre de choses. On fait pas mal d'autres trucs. Et donc on veut, nous notre projet, hein, concrètement on fait pas mal aussi de lobbying, parce que, alors on est des entrepreneurs sociaux, donc on pense que les choses ne changeront pas uniquement en changeant les lois, etc. Il faut aussi à un moment agir sur le territoire, et il appartient à chacun de nous de changer nos modes de consommation, aller consommer en AMAP, c'est possible, hein, chacun de nous peut le faire, il y a toujours un peu de frein, mais c'est aussi simplement une question de volonté. Donc on est persuadé que c'est aux gens dans leur manière de consommer, mais aussi aux entrepreneurs et aux gens qui créent des structures de changer la société. Et on a quand même un pan lobbying, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Donc voilà, on rencontre régulièrement les ministres et autres députés, et au niveau local aussi, départements, collectivités, métropoles, pour leur dire mais vous avez le pouvoir aussi de changer les choses, et nous on préconise tel et tel aspect, mais on y reviendra sans doute après. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails et monopoliser la parole, quoi. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup Pierre. Revenir sur une question qui était posée tout à l'heure. Tu exprimais ta préférence pour la tomate espagnole qui a fait plein de routes pour venir jusque dans nos assiettes. Et la question c'était le bio par avion, est-ce que ça a un sens? Et on sait qu'en France, la demande en bio est beaucoup plus forte que l'offre. Je sais pas, le rapport c'est quoi, Youna? C'est peut-être ça? C'est la moitié à peu près? Où on satisfait 2/3 de la demande bio en France, de la demande bio en France avec des produits locaux ou pas? C'est ça? Pardon. Sur les légumes, c'est 70% d'importation. Et donc la question, alors le bio par avion, est-ce que ça a un sens? Bon, je suis désolé, j'ai le micro, du coup je monopolise, mais le bio par avion n'a aucun sens. Qu'on soit bien clair, hein, ça n'a aucun sens. C'est idiot, ça n'a pas de sens de faire venir des produits bio en avion. Ce que je disais juste, c'est que si à un moment il faut faire un choix à court terme, pragmatique, entre le pire et le moins pire, le moins pire c'est quand même de manger un produit bio. Après, il y a aussi la possibilité de manger des produits bio qui sont produits en Europe, qui viennent en camion. C'est pas beaucoup mieux que l'avion, mais c'est déjà moins pire, quoi. Ouais, enfin, bon, en tout cas, faut faire attention, parce que bio, c'est d'abord un cahier des charges environnemental, donc ça me soucie quand même. Enfin, nous, on a fait justement un travail au niveau européen de comparer les performances des filières globales, filières locales. On a comparé les impacts de la tomate espagnole produite bio, mais sous serre, avec des femmes dans des conditions de travail un peu compliquées. Enfin, donc voilà, faut faire attention aussi à ce qu'on peut environnemental. Sauf que donc du coup on consomme pas non plus, enfin en tout cas voilà, et je pense que se désintéresser de l'agriculture locale, enfin en tout cas non, je pense qu'il faut reprendre la main sur son agriculture locale, et du coup essayer de faire bouger et de se dire que bon, peut-être effectivement local ne veut pas dire bio, ne veut pas dire sain, ne veut pas dire propre, tout ça, mais justement essayer de faire en sorte que les choses bougent, quoi. Donc bon, en tout cas faut faire attention à ce qu'on promeut quand on sait aussi quand on voit les conditions de travail de certaines situations qui à mon avis sont pas défendables.